Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans une nouvelle pièce. J'ai dû aménager un nouveau bureau, puisque celui où j'étais avant était un petit peu étroit, donc on a aménagé une nouvelle pièce. Alors je vous ferai visiter un de ces quatre, mais tout n'est pas encore terminé, du coup on verra ça plus tard. Sinon, aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'actu, parce qu'il y a quand même deux trois trucs qui se sont passés la semaine dernière, et c'était pas très joli à voir. On y va, c'est parti. Alors la semaine dernière, on a eu le droit à la sortie de la RTX 3080 12 Go, et ça arrivait un petit peu du jour au lendemain. On savait que c'était censé arriver à un moment ou à un autre, les rumeurs dataient depuis un certain temps, mais ça s'est emballé un peu à la dernière minute où on a entendu en gros dans 3 jours la RTX 3080 12 Go elle sort. Bon alors jusque là ok, la 3080 12 Go arrive, on va avoir des tests, on va savoir le prix, machin, tout ça. Sauf que non, ça a été un petit peu plus compliqué que ça, et apparemment c'est voulu de la part d'NVIDIA, et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu au moment de la sortie de la RTX, enfin la ressortie de la RTX 2060 12 Go. Puisqu'apparemment la nouvelle politique d'NVIDIA sur les sorties des cartes en ce moment, alors pas toutes, apparemment la 3050 c'est un petit peu différent, mais pour ce qui est de la 2072 Go, la 3092 Go et la future 3070 16 Go et potentiellement la 3090 Ti, alors on n'a pas de modèle Founders Edition, on ne connaît pas le prix, il n'y a pas de tarif officiel, et le jour de la sortie on n'a pas de test, puisque Nvidia ne fournit pas de cartes aux reviewers habituels, et les partenaires, même s'ils fournissent des cartes, Nvidia ne fournit pas de driver en avance pour ces nouveaux modèles de cartes. Donc en gros, la nouvelle façon de faire pour Nvidia, c'est de vous faire acheter des produits à l'aveugle sans vous donner un prix. Et c'est un petit peu étrange, puisque depuis 20-30 ans, depuis qu'on a des tests, depuis qu'on a des reviews de matériel informatique, ça s'est jamais vu de cette façon-là. Alors pourquoi est-ce qu'Nvidia fait ça? Déjà, si on se souvient, la sortie de la 3070 Ti et de la 3080 Ti, ça a été quand même plutôt pas mal critiqué, tout simplement parce que c'était une façon pour Nvidia de ressortir des produits qui existaient déjà en les vendant plus cher, et les nouvelles cartes qui viennent de sortir, c'est un petit peu la même chose. Si encore Nvidia était honnête sur le sujet, ça passerait peut-être mieux, mais là ça fait un petit peu coup de pute, et j'ai rien contre les putes, mais là c'est quand même très moche, puisque tout simplement pour éviter toute critique, eh bien on a juste à ne pas fournir de matériel à ses partenaires. Du coup personne ne peut en dire du mal bien évidemment, puisque personne n'a eu l'accès à ces produits en avance. Et donc le jour de la sortie, tout va pour le mieux. Les prix, on les découvre dans le commerce, les performances, on les découvre quelques jours après, et du coup pour Nvidia, il n'y a pas vraiment de gros bad buzz, et ça s'est un petit peu vérifié ici. Et c'est un petit peu ça qui m'embête, parce que au niveau de la communauté des testeurs de matériel informatique, sur les plus gros, en fait, il n'y a que Hardware Unboxed qui a ouvert sa gueule. Les autres se sont juste totalement écrasés, aucune critique de cette nouvelle politique d'NVIDIA, puisque très certainement, ça va encore arriver par la suite. Ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas la même chose pour la 3076 Go, ou d'autres modèles, et il n'y a rien qui nous dit qu'à terme, au moment de la sortie des RTX 4000, il n'y a rien qui nous dit qu'NVIDIA va nous donner un tarif officiel, il n'y a rien qui nous dit qu'ils vont fournir des cartes aux testeurs habituels, et non pas à des influenceurs lambda, comme ils ont déjà commencé à le faire avec la série 3000 au moment de la sortie. Rappelez-vous, il y a eu pas mal de RTX 3090 qui ont été distribués à des gens qui ont été payés tout simplement pour balancer les éléments de langage qu'NVIDIA voulait faire passer, et c'est passé comme une lettre à la poste dans l'ensemble, et c'est un petit peu ce qui risque de se repasser ici aussi, puisque ne nous y trompons pas, le gros problème de ces nouvelles cartes, c'est pas leur performance, c'est pas les cartes en elles-mêmes, le matériel, enfin les cartes d'NVIDIA en règle générale, les performances étaient là sur la génération 3000. À la sortie, le tarif était bon aussi, donc la perception de cette nouvelle génération dans l'ensemble était plutôt bon. Avec ce qui s'est passé après, avec la pénurie, ça c'était un autre problème, je dirais potentiellement indépendant de la volonté d'NVIDIA, mais là, très clairement, ces nouveaux modèles de RTX 3080 et de 3070 qui vont arriver, ça a été confirmé par Asus
et Gigabyte, eh bien c'est encore une fois pour faire grimper le prix des RTX 3080 et des 3070. Et il y aura très certainement encore beaucoup moins de 3080 classiques à 10 Go et encore moins de 3070 classiques. Donc on devrait se retrouver quasiment uniquement avec des 3070 Ti 8 Go, 16 Go et des 3092 Ti 90 et 90 Ti, qui pour rappel sont toutes basées sur la même puce pour les 3080 et supérieures. Donc ça fait 5 cartes qui sortent, qui sont plus ou moins au même niveau de performance, à un peu de choses près. Dire, entre la plus faible du coup qui sera la 3090 Go et la 3090 Ti, on aura 15-20% dans le meilleur des cas pour un tarif qui va plus du simple au double. Ça sera beaucoup plus élevé que ça pour la 3090 Ti, à n'en pas douter. Et très clairement, pourquoi vendre une 3080 à 700 balles quand on peut vendre une 3080 12 Go à 1000 balles, une 3080 Ti à 1200 balles, la 3090 à 1500 et la 90 Ti sûrement plus cher que ça encore, on verra bien les prix dans le commerce, mais même au niveau tarif officiel, c'est à peu près à quoi on peut s'attendre. Alors après, on trouvera encore très certainement des 3080 normales dans le commerce, mais il y en aura de moins en moins. Ils vont pas supprimer la carte entièrement, mais ce sera vraiment quasiment uniquement les cartes qui ont un contrôleur mémoire défectueux en fait, puisque c'est la seule différence entre la 3080 classique et toutes les autres. Puisqu'après ça, au niveau des unités désactivées, la 3080 12 Go c'est quasiment la même chose que la 3080 classique, donc à partir de là, toutes les puces qui qualifient en 3080 classiquement, au niveau des puces désactivées, ce sera maintenant des 3080 12 Go, à part si le contrôleur mémoire est défectueux lui aussi. Donc gros carton rouge pour Nvidia, et également pour quasiment tous les sites, les plus gros sites de review de matériel informatique, ou les tech-tubers les plus influents sur internet. En dehors d'Hardware Unboxed, en vrai, il n'y a eu quasiment aucune critique sur cette nouvelle façon de faire. Il y en aura peut-être un petit peu plus par la suite, je m'attends à ce que Gamers Nexus fassent la même chose, puisque c'est généralement dans leur habitude. Par contre, tout ce qui est Linus Tech Tips, Jays et compagnie, bon, bien évidemment, on s'attend pas à grand chose de leur part. Sinon, au niveau de la carte en elle-même, au niveau de ses performances, il n'y a aucune vraie surprise, bien évidemment. La 3080 12 Go, c'est une presque 3080 Ti, dans la logique qui devrait être moins chère, donc potentiellement un petit peu plus intéressante, mais pas trop non plus. Puisque dans l'ensemble, elle se place quasiment pile poil entre la 3080 classique et la 3080 Ti. Et je dirais c'est pas vraiment une différence assez significative pour faire acheter l'une par rapport à l'autre. En gros, faut prendre la moins chère des deux, puisque les performances sont vraiment très très proches. Alors après, au niveau de la sortie de la carte en France, pas vraiment de surprise, il n'y avait pas vraiment de stock, comme d'habitude. Et au niveau des tarifs, c'était assez dégueulasse dans l'ensemble. Je ne pense pas que ça change, il n'y a pas de raison que ça change. Encore une fois, cette nouvelle carte, c'est uniquement pour faire plus de marge pour Nvidia, au lieu de laisser plus de marge à ses partenaires. Enfin bon, encore une fois, c'est un move complètement anti-consommateur. J'espère que cette nouvelle pratique de la part d'Nvidia ne continuera pas d'être la norme pour Nvidia, puisque bien évidemment, si les autres acteurs du marché voient qu'Nvidia arrive à s'en sortir au final sans trop de critiques, il n'y a aucune raison pour que les autres ne fassent pas la même chose. Et si ça se démocratise entre guillemets, ce sera assez casse-couille pour nous consommateurs, puisque du coup, ça veut dire adieu aux critiques le jour de la sortie ou juste avant. Ça veut dire qu'on ne saura pas le prix du matériel avant qu'il arrive en boutique. Enfin, il y a plein de dérives possibles, et c'est clairement pas une direction qu'on a envie de voir continuer par la suite. On continue toujours chez Nvidia avec la 3090 Ti dont on parlait juste avant, qui apparemment rencontre des soucis de production. Alors on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais apparemment Nvidia a demandé à ses partenaires d'arrêter la production pour le moment. Alors c'est un petit peu gênant quand on sait que la carte devait sortir le 27 janvier normalement, bon on n'avait pas eu de date officielle, toujours pratique. Du coup, ça risque d'être repoussé. Alors si la carte vous intéressait, faudra attendre encore un peu plus. Mais bon, cette carte de toute façon n'a pas grand intérêt. Sinon, au niveau du problème en lui-même, ça peut être plusieurs choses. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes au niveau du GA102 qui équipe ces cartes-là. Ici, la seule vraie grosse différence importante entre la 3090 classique et cette 3090 Ti, c'est la conso qui augmente 200 watts. Alors c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a quelques problèmes en coulisses, je ne sais pas. Après, ça peut aussi également être la RAM, puisque c'est toujours de la GDDR6X, mais ici cadencée
à une fréquence plus élevée, et c'est peut-être ça qui coince, hein, puisqu'on le sait déjà de base, la GDDR6X, elle chauffe énormément, donc cette nouvelle mouture qui tourne un petit peu plus vite devrait en toute logique chauffer encore plus. Est-ce que ça pose problème quelque part? On n'en sait rien, mais pour le moment, il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part attendre. En passant vite fait, la 3070 Ti 16Go, comme je le disais juste avant, c'est bien confirmé par Asus et Gigabyte, entre guillemets confirmé, ça devrait débarquer un jour, on ne sait pas quand exactement, ce sera probablement la roulette russe, on n'aura probablement pas de test, pas de Founders Edition, pas de prix, ça va sortir dans le commerce du jour au lendemain, mais ça arrive. Alors après, au niveau des performances, ici, encore une fois, ce sera une 3070 Ti classique, parce que la puce est exactement la même, la configuration est identique, la seule chose qui change, c'est la quantité de RAM, donc au niveau des perfs, en dehors des jeux, des quelques jeux qui commençaient à coincer un petit peu avec les 8 Go de RAM, il n'y aura plus de problème avec cette carte à 16 Go, donc ça c'est bien. Par contre, au niveau du prix, ça risque d'être beaucoup moins bien, et très clairement, je pense que cette 3070 Ti, au niveau de la tarification non officielle qu'on a en coulisses, elle vient un petit peu remplacer la 3080 classique à 10 Go au niveau du tarif, à mon avis. On continue dans la foire à la saucisse avec les nouvelles références de cartes Nvidia ou des modifications de références avec un nouveau variant, c'est comme pour notre virus adoré actuellement, un nouveau variant de RTX 3060 Ti qui serait basé sur un GA103. La 3060 Ti classique actuellement c'est basé sur le GA104, donc la puce qui équipe les 3070. Le GA103, c'est une puce qui n'existait pas jusqu'ici, on savait qu'elle existait, mais elle n'avait jamais été poussée dans le commerce, et on sait qu'NVIDIA avait décidé de la mettre sur le marché, dans un premier temps sur les PC portables. Puisque sur PC portable, actuellement, pour les RTX 3082 PC portables, ce sont des cartes basées sur le GA104, en équivalent PC de bureau donc. Les 3080 mobiles, ce sont des puces équivalentes à la 3070 de PC de bureau. Et pour faire cette nouvelle 3080 Ti pour PC portable, Nvidia a décidé de se baser sur une puce sur un GA103. La raison principale, c'est parce que le GA102 qui équipe nos 3080 de PC de bureau, c'est une puce qui consomme énormément, qui chauffe énormément, et la mettre sur un PC portable, c'était tout juste impossible, ça aurait consommé beaucoup trop, et ça aurait chauffé énormément, ce qui pour un PC portable est plutôt gênant, à part faire une brique assez énorme. C'était pas vraiment réalisable. Donc, Nvidia décide de partir sur le GA103, ça c'est plutôt logique. Ça permet d'avoir une carte avec plus de cul d'accord, avec une configuration un petit peu plus simple que le GA102, une carte qui consomme moins, c'est plutôt logique à ce niveau-là. Ce qui est moins logique, c'est d'utiliser cette nouvelle puce qui a potentiellement plus de cul d'accord que le GA104 actuel pour la castrer, pour en faire des RTX 3060 Ti. Là, ça n'a plus aucun sens, puisque du coup c'est un castrage quand même assez violent, puisque le GA103 offre normalement environ 7860 Q d'accord, là où la RTX 3060 Ti n'en conserve que 4864, ce qui est quand même un castrage d'environ 60%, ce qui ne se fait d'habitude jamais, et j'avoue qu'au niveau économique, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi utiliser une puce qui a autant d'unités Q d'accord pour la castrer en 3060 Ti alors qu'on pourrait faire également des 3070 Ti, des 3070 normales, qui seraient du coup légèrement moins castrées, ou tout simplement faire un nouveau modèle de carte qui soit à cheval entre la 3070 Ti et la 3080 classique. Donc bon, est-ce que ça va se vérifier en pratique? J'en sais rien, mais le coût du Nvidia va se servir du GA103 pour fournir plus de 3060 Ti, ça n'a aucun sens. Mais bon, cette nouvelle façon de faire, ce serait pas la seule fois que ça arrive, puisque si on prend l'exemple de la 3050, alors on fait transition avec la news qui suit, mais en gros Nvidia nous indique apparemment on aurait une grosse quantité de 3050 qui devrait arriver le jour de la sortie sur le marché, donc pourquoi pas, ce serait bien si c'est le cas, mais j'y crois pas trop. Mais ce qui est intéressant par rapport à la news précédente, c'est que la 3050 qu'on va retrouver sur PC de bureau, au niveau des specs, c'est exactement la même chose que la 3050 Ti de PC portable. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que la 3050 de PC de bureau, elle sera basée sur le GA106,
qui équipe les 3060 classiques actuels de PC de bureau. C'est un GA106 castré, encore une fois le castrage est assez violent, mais au niveau des specs, c'est exactement la même chose que sur le 3050 Ti mobile qui lui est basé sur le GA107. En dehors de la quantité de RAM bien évidemment, mais là bon c'est pas quelque chose de compliqué à changer. Mais du coup ça laisse à Nvidia le choix d'utiliser soit le GA106, soit le GA107 pour les RTX 3050 de PC de bureau. Puisqu'encore une fois, comme avec l'histoire du GA103, ça n'a pas beaucoup de sens d'utiliser un GA106 castré à ce point-là pour faire une 3050, alors qu'elle pourrait être utilisée pour d'autres choses, je sais pas. Hein. Toujours est-il que dans le commerce, à un moment ou à un autre, très certainement, on retrouvera des RTX 3050 pour PC de bureau basés sur du GA107. Et c'est un petit peu le problème avec Nvidia en ce moment, hein. La gamme était déjà bordélique au possible, et bien là on voit que c'est encore pire, on s'attend à vraiment encore plus de modèles de cartes, encore plus de dérivés dans un même modèle de carte basé sur des puces différentes. Enfin c'est vraiment n'importe quoi, c'est le gros bordel, et j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre ce qu'ils essayent de faire. Il n'y avait vraiment pas besoin de sortir autant de modèles de cartes. Alors après, je comprends la démarche pour se faire plus de thunes, ça, il n'y a pas de problème, ça va sûrement fonctionner. Mais je trouve qu'au niveau de l'image de marque, au niveau des pratiques qui sont faites sur le marketing et vis-à-vis des consommateurs, par contre, c'est un petit peu tendancieux, c'est vraiment pas une ligne qui me plaît du tout. Enfin bref, on passe maintenant à une autre news. Diamond va sortir une RX 6600 XT. Alors c'est une news qui fait plaisir et pas plaisir en même temps, hein, puisque Diamond c'est une vieille marque de GPU qui faisait des GPU, enfin des cartes graphiques comme on disait à l'époque, hein, des 3DFX et compagnie. Donc au niveau du nom, ça fait plaisir de les revoir sur le marché. Alors par contre, ils ne nous avaient pas fait de cartes depuis les RX 580, et très clairement ici c'est de l'opportunisme, hein, tout simplement, puisqu'ils vont nous sortir une 6600 XT à un tarif de 730$, là où le tarif officiel est normalement de 380$, donc là très clairement c'est juste pour se faire de la tunasse à mort pendant que la situation le permet. Au niveau de la carte en elle-même, rien d'incroyable, hein, puisque ça ressemble énormément à un modèle de chez PowerColor, donc c'est probablement du rebadgeage. Quel intérêt, j'en sais rien, enfin si, l'intérêt c'est de se faire du pognon, mais ça faisait plaisir d'un côté, et ça fait pas plaisir de l'autre. Sinon, maintenant qu'on a mis un pied chez les rouges, on continue dans le foutage de gueule avec apparemment AMD qui commence à ouvrir les vannes au niveau du support des Ryzen 5000 sur les chipsets 300. Alors les chipsets 300, hein, pour rappel, c'était les premiers chipsets sortis sur la plateforme AM4 qui nous accompagne depuis la sortie des Ryzen. Et au moment de la sortie des Ryzen 5000, AMD avait décidé qu'en gros, les vieilles cartes mères basées sur les chipsets 350 et 370 ne seraient pas compatibles avec les Ryzen 5000 parce qu'apparemment, il y avait des histoires de BIOS où il n'y avait pas assez de mémoire et compagnie. Bon, c'était complètement pipeau, ça on le savait déjà à l'époque, et je dirais ici on en a la preuve, hein, puisque du coup, ASRock est le premier à mettre à jour certaines de ses cartes mères, et il y a fort à parier que d'autres suivront derrière pour faire la même chose. Et bien évidemment, pourquoi est-ce qu'AMD tout d'un coup se décide à apporter le support des Ryzen 5000 sur ces vieilles cartes mères? Alors c'est pas pour faire plaisir aux consommateurs ou aux acheteurs de la première heure, hein, sinon ils l'auraient fait dès le début, c'est juste à cause de la concurrence bien évidemment. Puisque si vous avez une carte mère en 370, du coup, vous n'avez pas besoin de changer de carte mère pour passer sur un Ryzen 5000, et du coup, vous n'êtes possiblement pas tenté de passer à la concurrence, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'Intel est revenu dans la course au niveau des performances et au niveau du tarif. Actuellement, les processeurs chez Intel sont à un tarif plus avantageux que les processeurs équivalents chez AMD. C'est une bonne nouvelle pour les détenteurs de X370 ou peut-être de B350. On sait que sur certaines cartes mères en A320, le support des 5000 est également apporté petit à petit. Donc pour tous ceux qui ont ce type de carte mère, c'est une bonne chose. Par contre, au niveau du move de la part d'AMD, au niveau du timing, enfin c'est du foutage de gueule intégral, hein. Ça aurait pu être fait depuis le début. Il y a certainement certaines personnes qui ont revendu
leur carte mère en X370 pour passer en 470 ou 570 pour pouvoir passer sur Ryzen 5000. L'intérêt pour AMD, hein, très clairement à l'époque, c'était pour refaire passer les gens à la caisse. Ben, on voit qu'on se fout de notre gueule encore une fois. Donc bon, hein, pas de jaloux, carton rouge pour AMD également. Faut arrêter avec ce type de conneries, c'est absolument dégueulasse. Sinon, toujours chez AMD, on passe du côté de la 6500 XT hein, qui arrive dans quelques jours. Et Moore's a fait une dernière vidéo avant la sortie qui explique un petit peu, selon ses sources, ou selon ce qu'il pense, on sait pas trop parfois, quelle sera la disponibilité, quelles seront les performances. Bon, c'est pas inintéressant hein, la vidéo dans l'ensemble, même si je ne suis pas entièrement vendu sur tous ces calculs, mais bon après, on verra bien. En gros, ce qu'il dit, c'est que la 6500 XT, au niveau des performances, on devrait avoir quelque chose qui, en règle générale, est capable de battre la 5500 XT, parfois de plus de 10%, hein, quand on dit double digits, c'est à partir de 10%, et dans certains autres cas, la carte pourrait être moins puissante, et c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait de toute façon. Hein. Puisque bon, au niveau architecture, hein, la 6500 XT, c'est une carte un peu bancale, donc il y aura des scénarios où elle sera vraiment plutôt surprenante au niveau performance, et dans d'autres cas, ce sera vraiment très décevant, enfin personnellement c'est ce à quoi je m'attends. On verra bien si ça se vérifie, mais ça paraît plutôt logique, hein, puisqu'on a une puce qui est vraiment cadencée très haut au niveau de la fréquence. Au niveau de l'interface mémoire, c'est rachitique, mais il y a un petit peu d'Infinity Cache pour essayer de combler un petit peu la chose, comme c'est le cas sur toute la gamme d'AMD. Donc le bus 64 bits, c'est rikiki. Il y a un petit peu d'Infinity Cache pour combler le problème. Ils ont mis de la RAM un petit peu plus rapide que sur certaines autres gammes pour combler justement la bande passante un petit peu merdique. Ça va être un peu étrange, mais ça va être intéressant malgré tout. Pour l'heure après, il a fait des calculs assez bizarres au niveau de la performance supposée et la performance réelle par rapport à l'architecture. Je ne suis pas certain que ça se vérifie en pratique, mais dans les grandes lignes, oui, je suis plutôt d'accord, au niveau des performances, on s'attend à une carte de ce niveau-là. Au niveau de l'approvisionnement, c'est probablement ça le plus intéressant, c'est qu'on devrait avoir en quantité de la 6500 XT le jour de la sortie, mais apparemment au niveau du transport, il y a eu quelques problèmes, donc on ne devrait peut-être pas avoir la grosse sauce le jour du lancement, mais on devrait aussi en avoir un petit peu après, ce qui pourrait vouloir dire, hein, si ça se vérifie, que la carte pourrait être disponible en quantité le jour de la sortie à un tarif avoisinant le prix officiel de 200$, ce qui chez nous devrait avoisiner les 230, voire 250 balles, hein, puisqu'évidemment les revendeurs vont essayer de se faire un petit peu de marge. Alors après, ça fait cher hein, pour une 6500 XT, c'est sûr. La carte a beaucoup de problèmes, hein, puisque déjà de base on sait qu'elle n'a que 4 Go de RAM. Alors après 4 Go de RAM en 1080p, hein, si on accepte de ne pas jouer en ultra en 1080p, et très clairement de toute façon, c'est pas une carte pour jouer en ultra en 1080p. Les 4 Go, ça peut encore passer. Je le sais, puisqu'actuellement je teste beaucoup d'anciens GPU qui ont 3, 3,5 ou 4 Go de RAM, et dans les grandes lignes, et c'est même plutôt surprenant, il n'y a pas beaucoup de jeux où ça pose problème. Ce ne sera pas une carte future-proof, mais je pense qu'elle n'a pas prétention de l'être non plus. Les 4 Go de RAM, d'un côté, c'est bien parce que ça évite potentiellement certains mineurs de crypto-monnaies, mais de l'autre côté, bien évidemment, c'est gênant aussi, puisque du coup, on pourrait être limité par la VRAM assez rapidement. Autre problème de la 6500 XT, c'est le nombre de lignes PCI Express, puisqu'ici, on aura une carte interfacée en PCI Express 4.0 avec uniquement 4 lignes PCI Express, ce qui au niveau de la bande passante équivaut par rapport à du PCI Express 3.0 à du 8X. Au niveau de la carte en elle-même, c'est pas vraiment un problème vis-à-vis de ses performances, par contre, c'est un problème pour ceux qui ont des cartes mères un petit peu plus anciennes en PCI Express 3.0, et je pense qu'il y a encore énormément de monde qui ont des cartes mères PCI Express 3.0 à l'heure actuelle, et bien là, on divisera encore la bande passante par 2, et ça aura très certainement un impact sur les performances. Alors la question c'est lequel, à quel niveau on va se situer. Est-ce que ce sera vraiment gênant? Puisque bien évidemment, ce type de GPU se destine en premier à être mis sur des config potentiellement un petit peu plus ancienne. Donc si vous voyez les tests de performance le jour de la sortie, si vous êtes sur une carte mère
en PCI Express 3.0, hein, vraiment, essayez de trouver des tests qui proposent les deux chiffres pour ne pas vous faire baiser tout simplement et avoir une carte qui a des performances moindres que ce à quoi vous vous attendiez. À côté de ça, AMD sur le Navi 24 a également enlevé tout ce qui était encodage, donc la carte n'est pas capable, n'apporte pas de support matériel pour l'encodage en X264 ou 265. Alors après, tout le monde n'est pas concerné, hein, tout le monde ne fait pas de l'encodage, tout le monde n'enregistre pas son gameplay, donc pour ceux qui font uniquement du jeu, ça n'a pas de grande importance. Par contre, pour tous les autres, si vous achetez cette carte-là, du coup, il n'y aura que l'option software, processeur qui devra prendre le relais pour pouvoir encoder ou enregistrer. Et j'insiste bien, hein, c'est bien uniquement l'encodage. Au niveau du décodage, on a une bride au niveau du AV1. Alors le AV1, c'est un nouveau codec qui va prendre de l'ampleur dans plusieurs années au niveau du décodage. C'est pas le cas actuellement, ça risque d'être un problème à terme, mais pour l'instant, on verra bien quel impact ça aura au fil du temps, mais au niveau du décodage matériel, tout ce qui est 264, 265 actuel, ça c'est supporté sur la carte. Pourquoi AMD a bridé ce Navi 24 autant? Eh bien, comme je le disais précédemment, hein, c'est très clairement une puce à la base qui est plus orientée pour les PC portables. Et sur PC portable, généralement, on a un processeur avec partie graphique, et à côté de ça, on a un GPU dédié comme cette 6500 XT. Et sur la partie graphique intégrée, généralement, on a tout ce qui est encodeur, donc il n'y avait pas vraiment de raison de le rajouter une deuxième fois sur la carte elle-même, puisque la plupart du temps, sur PC portable, on faisait passer la tâche sur le processeur plutôt que sur le GPU. Du coup, cette coupe est plutôt logique du côté PC portable. Par contre, pour PC de bureau, c'est un peu plus gênant, ce qui permettait du coup à AMD de faire une toute petite puce qui consomme que dalle, avec des performances malgré tout intéressantes dans le cadre d'un PC portable. Par contre, pour un PC de bureau, on verra ce que ça va donner, mais très clairement, c'est une carte qui est assez étrange, et moi, quand c'est étrange, ça m'intéresse, donc j'avoue que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Un petit peu plus réjouissant maintenant, on a eu la semaine dernière le test de l'i3 12100F chez Gamers Nexus, et ce petit processeur, c'est un 4 core 8 threads, basé sur la dernière architecture Alder Lake d'Intel. Ça coûte 120, 130 balles dans le commerce, même chez nous, on le trouve déjà à ce tarif-là. Et au niveau des performances en gaming, c'est vraiment plutôt pas mal, puisque ce petit processeur en jeu arrive à un niveau de performance équivalent, dans les grandes lignes, à même un 3900X de chez AMD. Donc en gros, ce petit processeur apporte des perfs vraiment intéressantes à un tarif en neuf vraiment très serré. Et c'est très clairement le processeur le plus intéressant en performance prix en jeu uniquement. Enfin, on voit que même ici sur CSGO, on arrive quasiment au niveau d'un 9900K, ce qui est quand même assez fort. Sur Cyberpunk 2077, on voit qu'ici, encore une fois, il fait quasiment jeu égal avec un 3900X, et que quasiment dans tous les cas, il fait mieux qu'un R5 3600 qui actuellement coûte plus cher. Donc ce petit i3 12100 ou 12100F, c'est vraiment un très très bon processeur pour du jeu. Alors je précise bien en jeu à chaque fois, puisque au niveau des performances applicatives, bien évidemment ici on n'est pas au même niveau de performance que les autres processeurs qui ont plus de corps. Là, le petit 12100F se défend malgré tout pas si mal, on voit que la plupart du temps il est dans le bas du tableau, mais il arrive à faire souvent à peu près jeu égal avec certains processeurs à 6 corps. Bien évidemment, si vous travaillez et que vous avez besoin de performance processeur, ce ne sera pas le meilleur, mais malgré tout, à ce tarif-là, on n'a absolument rien d'autre en face. Et même par rapport à certains processeurs qu'on trouve en occasion, je trouve que ce 12100F se défend vraiment très très bien. Donc très clairement, si vous faites une petite config avec les nouvelles cartes mères un petit peu moins chères qui débarquent chez Intel actuellement, on peut se faire un combo processeur, carte mère vraiment très intéressant au niveau des performances et au niveau du tarif. Si on couple ça avec potentiellement les 6500 XT si elles coûtent pas trop cher le jour de leur sortie, ça pourrait faire une petite config gaming assez évolutive qui a toutes les dernières technologies à un tarif plutôt correct, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu depuis un bon moment. Et on voit qu'AMD commence à réfléchir à la question, on l'avait déjà vu il y a quelques temps, on en avait déjà parlé, mais la réponse d'AMD apparemment se baserait sur Renoir X.
Renoir, c'était l'architecture Ryzen 4000, qui était quasiment réservée uniquement aux PC portables, mais on en trouve quand même malgré tout quelques-uns en OEM, et aussi, dans certaines boutiques, hein, chez LDLC, on peut trouver des 4300 et supérieurs des 4600. Ça se trouve, c'est assez rare, mais ça se trouve. Et donc ce Renoir X, ben, ce serait ces processeurs-là, mais sans la partie graphique. Alors pourquoi AMD ne met pas la partie graphique? Ben, très certainement pour ne pas concurrencer les 5600G et 5700G, puisqu'en gaming brut, hein, les performances ne sont pas si éloignées que ça, entre les 4000 et les 5000. La partie graphique, c'est quasiment la même. Donc bon, désactiver la partie graphique, je trouve ça assez moche, hein, il n'y avait pas vraiment nécessité de le faire. Mais bon, c'est le choix d'AMD. Renoir, hein, c'est une architecture basée sur Zen 2, donc les Ryzen 3000. Au niveau des performances, bah ça va quand même être pas incroyable. Donc il faut vraiment que ces processeurs soient vraiment très attractifs au niveau du prix pour être vraiment intéressants face à la nouvelle offre d'Intel, hein, comme on vient de le voir, qui est quand même hyper agressive, avec des performances quand même très bonnes. Très clairement, hein, un 4300 par rapport à un i3 12100, je pense qu'il va se faire atomiser quasiment à tous les coups. Le 4600 ou 4700, c'est pareil. S'ils sont proposés à un tarif proche de ce que propose Intel en face, ça n'a quasiment aucun intérêt. Et pour terminer, vite fait, on passe sur le gaming avec God of War, qui a eu son portage PC qui est maintenant sorti, et le portage est vraiment plutôt propre. Je suis en train de faire des benches dessus, j'essaierai de sortir la vidéo au plus vite, mais ça prend du temps. Dans l'ensemble, hein, c'est vraiment très bon. Le portage est de bonne qualité. Il n'y a pas de problème particulier, ce qui fait quand même plaisir à voir, puisque souvent les portages, c'est un petit peu la roulette russe. Et ici, c'est plutôt bon. Le jeu, cette conversion est saluée dans l'ensemble par quasiment tout le monde. Hein, donc, si le jeu vous intéresse, vous pouvez y aller assez tranquillement. Il n'y a pas de raison de se priver. Hein, c'est un très bon jeu. Si vous ne l'avez pas fait sur PS4, ben, cette version PC est plutôt pas mal. Et puis voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les actus les plus importantes à mon goût, hein, de la semaine au niveau hardware. J'espère qu'il y a quelques trucs intéressants dans le lot pour vous. La prochaine vidéo, comme je viens de le dire, hein, ce sera dédié à des benchmarks sur God of War. Donc ça devrait arriver assez rapidement quand j'aurai terminé. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez aider la chaîne. N'hésitez pas à faire coucou sur Discord et à passer sur le stream quand je vais restreamer. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'étais assez occupé dernièrement avec mon nouveau bureau. Du coup, je devrais pouvoir recommencer à stream incessamment sous peu, dans quelques temps. On verra bien. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut.